Bonjour et bienvenue sur le Salon COSI, où j'ai le plaisir d'accueillir Julien Adjedj. Bonjour Raphaël. Bon, écoute, on va essayer d'aborder aujourd'hui un sujet un peu technique, c'est l'analyse de la microcirculation coronaire, et essayer de rendre ce sujet quelque part finalement assez simple, même si techniquement ça peut paraître un peu compliqué pour les novices. Alors d'abord, ça fait combien d'années que tu travailles sur la microcirculation, Julien? J'ai dû commencer vers 2015 avec les nouveaux indices et la thermodilution et ce genre de choses-là. Quand on te voit présenter en session, tu nous montres souvent deux types d'analyses sur l'étude des résistances. Est-ce qu'il faut faire les deux? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Parce que tout de suite, on trouve ça un peu compliqué. Alors, effectivement, il y a deux types. Il y a un type qui est largement établi, c'est l'IMR, et il y a un type qui est plus lié à la recherche, dédié, qui est en pleine innovation, qui est en plein développement, qui est la thermodilution continue avec le cathéter Reflow. Et du coup, il y a un investissement en termes de matériel parce que le Reflow n'est pas remboursé. Le guide de FFR étant remboursé, ça facilite largement la pratique de la microcirculation. Et il y avait un frein dans les années 2015 qui était le logiciel. Et là, le logiciel est enfin disponible. Donc ça commence petit à petit à prendre vraiment une grande part. Parallèlement à ça, il y a eu beaucoup d'études cliniques qui ont montré l'intérêt de recherche à la microcirculation, comme Cormica. Et suite à ces études, il y a eu des recommandations qui ont été fortes par la Société européenne de cardiologie, c'est grade 2A. Et ensuite de ça, il y a eu des consensus d'experts qui ont été présentés et publiés. Donc on sent que c'est un sujet qui est devenu un hot topic, comme on dit. Et c'est là où il y a eu le boom des INOCA, des ANOCA, des MINOCA. On a le sentiment qu'on laisse un peu facilement de côté tous ces patients qui souffrent et pour lesquels on dit vous n'avez rien, monsieur. Ouais. Et que du coup, grâce à ces études, tu arrives à identifier une pathologie. Alors pas mal de nos collègues nous disent oui, mais il n'y a pas vraiment de traitement. Mais c'est pas vrai ça, il y a quand même des traitements. Alors il y a des traitements, ce n'est pas des traitements nouveaux. Mais en revanche, ce qu'on voit, c'est que nous, on est un peu des hommes d'action avec la coronarographie, le stenting et tout ça. Donc, voir des artères occluses ou des sténoses à traiter, ça nous émeut. Voir des artères coronaires angiographiquement normales et des symptômes, ça nous émeut moins. Et nous, du coup, on a des plannings de salle de 4 qui sont un peu surchargés. Et je comprends que ça puisse passer dans un second ordre. Mais quand on regarde au niveau du patient, le patient qui a des douleurs à la poitrine et qui n'est pas exploré de façon suffisante ou jusqu'au boutiste, mais en fait, ils vivent, eux, un cercle qui est vraiment difficile pour eux, où on voit souvent des scénarios d'angioplastie répétée, pas d'angioplastie répétée, mais de coronarographie répétée, de nombreux passages aux urgences, de l'incompréhension. Parfois, ils pensent que c'est dans leur tête, et ainsi de suite. Donc, ça entraîne un gros inconfort. Et moi, je reçois beaucoup de patients comme ça, au fur et à mesure, du coup. Et on trouve la plupart du temps, alors dans la littérature, c'est dans 90% des cas, on trouve des choses. Moi, je trouve quasiment pareil. Et on trouve un patient extrêmement spastique parfois. Et donc, dans ces cas-là, j'arrête les bêta-bloquants, je mets des inhibiteurs calciques. On trouve une IMR qui est assez élevée. Et là, dans ce cas-là, on essaye d'optimiser, au contraire, les bêta-bloquants, les IEC, on met les statines, on met l'aspirine, on les pousse, voire même à la réadaptation cardiaque. Alors dans le test lui-même, dans la réalisation du test lui-même, ça veut dire que tu fais systématiquement le test à l'acétylcholine, puis l'analyse des résistances de l'IMR? Pas forcément. En pratique, le gros défaut de ça, c'est le temps. C'est le temps, c'est-à-dire qu'en salle de 4, on a du mal à contenir tout un programme. Si on veut déborder de plus d'une demi-heure une procédure, ça va enchaîner sur toute la chaîne du programme et ça va alourdir les choses. Donc ce qu'on fait en général, c'est que si on a une coronarographie diagnostique qui est normale, avec un patient qui est angineux, on le reprogramme pour une session INOCA. Et là-dessus encore, on simplifie encore un peu les choses, on essaie de prioriser. Donc moi, si j'ai des douleurs de repos, je fais l'acétylcholine en premier. Et puis si l'acétylcholine est extrêmement positive, on peut s'arrêter là. Ou si ce sont des symptômes à l'effort, je vais plutôt privilégier la microcirculation. Et si j'ai une microcirculation qui est anormale, on peut s'arrêter là. Sachant que les recommandations d'experts, c'est de faire les deux. Mais en pratique courante, je sais que c'est difficile parce que c'est assez chronophage. Concrètement, ça rallonge de combien de temps quand tu fais un test sur une procédure? Pour nos collègues angioplasticiens. L'acétylcholine, si elle est négative, ça dure une demi-heure.
C'est très long. Parce qu'il y a 3 minutes d'attente entre chaque injection. Ce sont des doses croissantes. Il faut le faire 3 fois à gauche, 3 fois à droite. Donc ça prend facilement une petite demi-heure. Et puis en plus de ça, si on rajoute après la microcirculation, ça peut durer entre à peu près une demi-heure aussi. Donc ça peut rajouter quasiment 1 heure de procédure si tout est négatif. Ça veut dire que tu fais plus de test au métergin aujourd'hui? Moi, j'ai complètement switché pour le test à l'acétylcholine. Alors la raison, elle est un peu épidémiologique, c'est que l'acétylcholine va mieux déterminer les lésions endothéliales et les populations européennes occidentales, c'est plutôt les populations qui ont des dysfonctions endothéliales avec les facteurs de risque et ainsi de suite, plutôt que le test par la vasoactivité des cellules musculaires lisses du médergin. C'est une des raisons. La deuxième, qui est une raison qui est très pratico-pratique, c'est que l'acétylcholine, quand elle est positive, elle est extrêmement positive. Ça veut dire qu'on a des sténoses qui sont induites, qui sont extrêmement importantes. Donc du coup, on a des modifications au CG, on a des reproductions des douleurs où le patient dit c'est exactement la même douleur que j'ai, docteur. Donc ça conforte aussi le diagnostic. Et on n'a pas ce que j'ai, moi, pu expérimenter de nombreuses fois au métergin, où on a une vasoréactivité un peu, mais pas trop, et on ne sait pas trop quoi faire du test. Là, avec ça, on a vraiment une réponse oui, non, il n'y a pas de zone grise. Il n'y a pas de réponse intermédiaire. Ouais. Quand un centre veut débuter, donc tu encourages à faire le Coro-26. C'est pas très coûteux, il y a juste l'adénosine à prévoir. Et finalement, moi je trouve que c'est assez rapide comme test, dès lors qu'on ne va pas chercher le reflow et prolonger les choses. Est-ce qu'il faut faire les 2 coronaires? Alors, c'est une excellente question. Je me suis un petit peu posé la question quand il y avait des patients qui avaient des scintigraphies qui étaient positives en inférieur, choses comme ça. Moi, j'ai toujours tendance à mesurer d'abord l'IVA. Si l'IVA, elle est négative, je passe à la circonflexe pour un côté pratique. Et si elle est négative, je vais à la coronaire droite. Et là, je regarde. Donc, du coup, je peux répondre à la question de façon complémentaire. De façon assez logique, on a généralement une bonne corrélation entre la scintigraphie qui donne une zone ischémiante en inférieur, coro normal, et en fait la microcirculation, elle est altérée en inférieur. Ça correspond. Donc des fois, je suis devenu le meilleur ami du médecin nucléaire, mine de rien, en lui disant c'est pas un faux positif de la scinti, c'est un faux négatif de ma coro. La microcirculation, elle est bien atteinte à cet endroit-là. Donc pour répondre à ta question, oui, j'ai vu et j'ai eu des cas où l'atteinte de la microcirculation n'est pas globale, diffuse et homogène. Elle peut être variable d'une artère à l'autre. Donc ça, c'est un point qui est important, oui, ce qui rallonge. Alors tu disais qu'il y avait des correspondants qui t'envoyaient des patients en 2e ligne, finalement, pour faire tous ces tests-là. Est-ce que finalement, quand le patient a déjà eu une coronarographie, avec le côté quand même mini-invasif que ça représente, est-ce qu'il n'y a pas une place pour justement la scintigraphie ou d'autres examens non invasifs? En fait, c'est que la scintigraphie, on a aussi parfois des faux positifs. Et donc, du coup, le patient ne comprend pas trop. Et puis, dans la gamme, on combine aussi avec l'acétylcholine. Oui, c'est ça. Et ça, on ne peut pas répondre à la question. Alors, les patients sont en général, quand ils viennent en 2e avis, ils sont très demandeurs, ils veulent une réponse. Moi, c'est du coup pas mon domaine de ma spécialité de leur proposer la scintigraphie, l'IRM ou autre. Donc, je leur dis, moi, voilà ce que je peux vous proposer. Et ils sont généralement extrêmement demandeurs de ça. En leur disant, voilà, avec ça, on peut aller jusqu'au bout de ce qu'on sait et je vous dirai un peu ce qu'on a trouvé. Et on trouve, la plupart du temps, on trouve. Et une fois, je n'ai pas trouvé et puis j'ai conseillé au patient d'aller consulter. Puis il a été consulté et ça a été mieux. Et finalement, en termes de répartition entre spasme microvasculaire ou élévation des résistances, INOCA, ANOCA, est-ce qu'on a une idée de la proportion de l'un et de l'autre? Parce que finalement, il y a pas mal de cardiologues qui aujourd'hui s'intéressent à la microcirculation, à faire l'IMRCFR, qui vont continuer à faire du métergin et qui vont être vite refroidis d'aller utiliser l'acétylcholine parce que c'est quand même chronophage, c'est compliqué à se fournir. Enfin, voilà. Cette répartition-là, est-ce qu'on a une idée? Moi, vu que je segmente par symptomatologie, j'ai un peu de difficulté à répondre en global. Mais je dirais qu'il y a bien une bonne moitié qui sont spastiques. Ouais. Et ça, c'est... je pense on peut avoir les deux. Et on peut avoir les deux. Le sous-groupe spastique et atteinte microcirculatoire, c'est le sous-groupe qui a le plus d'événements cardiovasculaires. Ça, c'est clair et net. Mais c'est un impact qui est pronostique. Et donc, il faut combiner les 2 tests. Et on est encore à cette limite de temps et d'exploration pour faire ces 2 tests-là. Est-ce que pour les infirmières, pour les équipes paramédicales, c'est compliqué de maîtriser cette technique? Il y a des formations encouragées par les labos. Franchement, elles prennent vite le pli. Il faut qu'elles comprennent aussi, peut-être faire de la pédagogie, de l'enseignement, qu'elles comprennent ce qu'on fait.
Alors le test à l'acétylcholine, c'est très simple et puis c'est très visuel. Donc quand c'est positif, je veux dire, tout le personnel et le patient lui-même, ils comprennent que c'est quelque chose d'important et que l'impact est là. Pour la microcirculation, les petits freins qu'on a, c'est que vu qu'on a abandonné l'adénosine intraveineuse à la seringue électrique, il faut reformer un peu les équipes à ça, la seringue électrique, les dilutions, le poids, ce genre de choses, mais ce n'est pas quelque chose d'insurmontable pour les infirmiers. Loin de là. Et puis après, la courbe d'apprentissage de ça est extrêmement faible. Hein. C'est juste 3 bolus. Donc c'est facile à faire. C'est facile à faire. Il va falloir continuer à sensibiliser les cardiologues du pronostic de ces patients quand même. C'est quand même capital, quand on sait que ces patients font plus d'événements graves, d'aller au bout de nos examens. On a des éléments sur le fait de le faire, ça améliore la qualité de vie, ça améliore l'angor de façon significative et voire même plus que les récentes études de ischémia. Donc c'est quelque chose qui est vraiment important. On a des événements cliniques, mais on n'a pas encore la comparaison qui est en adaptant le traitement à ce qu'on réduit les événements cliniques. Ça serait quelque chose de très entendu, mais très compliqué à mettre en place en étude. Très bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à notre échange? Merci à toi. Écoute, c'est super. Au revoir. Merci à tous.